Salut, c'est les chroniques du Sofa Vert. Bonjour Laetitia. Salut Marie-Paul. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? J'ai présenté un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, super touchant, qui s'appelle Pax et le petit soldat. Super mignonne la couverture, je trouve. Trop mignon. Un petit renard, c'est ça? Petit renard tout doux. Pax, en fait, c'est un petit renard. C'est le renard qui s'appelle Pax. C'est un renard domestiqué qui vit avec un petit garçon qui s'appelle Peter. Et tous les deux, ils ont vraiment un lien d'amitié indéfinissable. Enfin voilà, ils passent tout leur temps ensemble. Sauf que un jour, la guerre arrive et le père de Peter s'engage dans l'armée. Et donc Peter est obligé d'aller vivre à 500 km de là chez son grand-père. C'est quelle guerre? Alors c'est une guerre qui n'a pas de nom, pas de temporalité, pas d'espace. Oui. Comme Peter est obligé d'aller vivre chez son grand-père, il est obligé d'abandonner son renard. Donc en fait, il va abandonner le renard Pax dans une forêt à côté de chez eux. Donc c'est une séparation qui est vécue... Un déchirement. Voilà, c'est très douloureux pour tous les deux. Et c'est comme ça que commence le livre en fait, donc c'est assez triste. Et en fait, Peter va regretter cet abandon au moment où il arrive chez son grand-père. Et le roman, ça va être un peu tout l'intense voyage que va effectuer Peter pour retrouver Pax. Le roman alterne la vision de Peter, qui est en proie à la culpabilité, et de Pax, qui est donc ce petit renard qui se retrouve dans une forêt à la vie sauvage avec d'autres animaux, d'autres renards, qui ne comprend pas trop pourquoi son maître l'a abandonné. Et parallèlement à ça, c'est aussi tout le poids de la guerre en fait, qu'on ressent dans l'histoire. Donc, qui est vu par Peter, qui la trouve injuste et cruelle, puisqu'elle lui a fait abandonner son meilleur ami. Et aussi par rapport à Pax, qui ne comprend pas cet événement qui est vraiment purement humain, qui lui, il ne comprend pas. Il voit vraiment dans la forêt l'impact de la guerre par rapport à la nature et aux animaux. Et un troisième personnage aussi, que Peter va rencontrer, qui s'appelle Vola, et qui, elle, est une ancienne femme soldat, qui, elle, voit la guerre de ses yeux d'adulte, en fait, et qui aussi est là pour le critiquer par rapport à ce que ça fait aux adultes. Voilà, donc c'est un très beau roman, très touchant. Je sais que ça t'a beaucoup plu. Ouais. Et en plus, il y a des petites illustrations qui sont très très jolies, comme ça. En tout cas, moi, ça me donne envie de le lire. Ouais, il est bien, il est top. C'est hyper accessible et en même temps, c'est des sujets pas forcément faciles, mais qui est plein d'espoir. Moi aussi, j'espère que je vais faire aussi bien que toi et que je vais aussi te donner envie de lire Les filles au lion de Jessie Burton. Alors tu sais, moi je suis une grande fan de Jessie Burton parce que Jessie Burton, elle a fait un truc incroyable. Elle a écrit Miniaturiste, que j'essaie de te faire lire depuis longtemps. Mais oui, je vais le lire. N'en parlons pas. Ça se passe sur deux époques. Tu as 1967, Odell, à Londres. Elle vient des Caraïbes. Elle est originaire des Caraïbes. Elle travaille dans un magasin de chaussures. Elle a un rêve. En fait, plus qu'un rêve, elle a un don. Elle sait écrire. Elle aime écrire. Elle aspire plus à une carrière d'artiste, on va dire, ou en tout cas de quelque chose proche de l'art, que de la chaussure. Voilà. Donc elle envoie des candidatures un petit peu partout. Elle finit par se faire embaucher par un musée, le musée Skelton. Là, elle est accueillie par Quick qui l'engage. Quick, c'est une femme extrêmement mystérieuse. À partir de là, on passe à une autre époque. On passe de 1967 à 1937. 1937, la famille Schloss, famille allemande, qui vient d'arriver en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, si je ne m'abuse. Donc, la famille est composée de Eva, une espèce de femme au style dépressive hollywoodienne, tu vois. Elle est anglaise. Schloss, lui, est allemand. Et ils ont une fille unique, Olive, qui doit avoir à peu près dans les 18 ans. Olive a un grand talent. Elle sait peindre. Et pas n'importe quoi. Elle peint extrêmement bien. C'est une grande artiste. Ils sont accueillis par un frère et une sœur, Robles et Teresa, qui viennent demander du travail, pour travailler dans leur maison. Ça fait beaucoup de personnages. Ça fait pas mal de personnages, ça fait deux époques, mais figure-toi que comme toujours avec Jessie Burton, on s'y retrouve très bien. On est toujours bien guidé. Il n'y a aucun égarement, on sait très bien où on est et ce qui se passe quand on lit le livre. C'est passionnant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ce qui est bien, c'est de lire celui-ci et après de se jeter sur Miniaturiste. Je vous le conseille. On a une surprise aujourd'hui, Laetitia. Oui, en plus, on va accueillir un invité aujourd'hui. C'est qui cet invité? C'est Fabien. Bonjour Fabien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Fabien?
Je vais vous parler de La fenêtre de Diane. C'est un bouquin de Dominique Douet. Alors c'est un bouquin qui se situe entre la SF et le fantastique. La science-fiction. Ça, c'est nouveau, hein, sur les chroniques du sofa vert. On n'a jamais fait. Ouais. Et donc c'est un petit peu compliqué à expliquer l'histoire, hein, mais bon, je vais essayer quand même. Ouais. Si je comprends pas, c'est que ça va pas. Donc le héros, c'est un homme qui s'appelle Gabriel. Et Gabriel, il a un genre de pouvoir, on va dire, même si pas un pouvoir du genre Marvel et tout ça, hein, on a des années-lumière de ça, d'un pouvoir dont il n'a pas conscience, qui lui permet en fait d'importer des éléments d'autres avatars de la Terre. C'est une théorie en fait d'univers parallèle. À chaque fois qu'on prend une décision, il y a un nouvel embranchement de la réalité qui se fait pour chaque personne. Donc ça génère des milliards et des milliards de terres. Lui, il a le pouvoir d'importer des éléments sans qu'il le sache, qu'il l'arrange mieux en fonction de la situation en fait. Donc voilà, globalement ça se passe là-dessus. Ça raconte sa vie en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est la façon de raconter, c'est la narration. C'est une narration complètement éclatée, non linéaire, qui n'est pas artificielle comme on peut le voir dans certains bouquins. C'est vraiment quelque chose qui sert de récit. Ce qui fait que c'est... déjà, c'est difficile à maîtriser pour... Mais là, le point de départ, l'auteur, à quelle époque en fait? Le point de départ, il y a quand même une époque définie au départ ou ça change en permanence? En fait, ça évolue entre le 1980 et la plupart des chapitres 1982, 1986, 1995. Et il y en a quelques-uns au tout début, dès le deuxième chapitre, qui se passe très très loin dans le futur. Moi Voilà. j'ai compris. C'est bon, bien étudié. Ouais. Mais du coup, c'est accessible quand même. C'est accessible. Bon, cela dit, il faut quand même être bon lecteur Ouais. pour pouvoir l'enquiller, à mon avis. Et pourquoi ce nom-là, La fenêtre de Diane? Parce qu'il y a un des personnages qui s'appelle Diane dedans. Enfin, un personnage. Il faut Ouais. lire le livre. Par ailleurs, la plume est de qualité, hein. C'est quand même bien écrit et tout, et sans être pédant. Bah, merci beaucoup Fabien. Ouais. Et Avec puis plaisir. peut-être à bientôt alors. Mais puis c'est entendu. Au revoir Fabien. Bon, bah, on se revoit à la fin de l'été maintenant. À la fin de l'été. Au Allez, revoir, à à bientôt. bientôt.